bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi pour une émission d'une heure pour commenter l'actualité politique de la semaine. Nous sommes heureux d'avoir comme invité ce soir Abdelhaf Forsaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Raj. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, donc merci d'être venu. Avec nous également M. Abdelkrim Dahman du Mouvement pour la Société de la Paix, le MSP. Merci d'être avec nous. Akram Khalif, le journaliste, va nous rejoindre dans quelques minutes. Alors évidemment, l'information vient de tomber à l'instant. C'est la formation du nouveau gouvernement de Ayman Abdelrahman. Alors il faut reconnaître, il y a quelques surprises. Il y a quelques surprises, notamment le départ de Belkacem Zarmati, du ministre de la Justice, le départ de Sabri Boukadoum, qui était pourtant présent lors de la cérémonie du 5 juillet au Palais du Peuple. Il était présent avec Kamel Bedjoud, ministre de l'Intérieur, qui lui a été maintenu, et le retour surprenant de Ramtal Amara, qui, on se souvient, a quitté le gouvernement en 2019 de manière pas très catholique. D'autres noms aussi. Comment vous avez réagi? On commence avec vous, Abdelhaf Forsaoui, à la formation de ce gouvernement. Il faut juste rappeler que j'ai fait le calcul, il y a 14 nouveaux entrants dans ce gouvernement et Ayman Abdelrahman cumule avec le poste de ministre des Finances. Et ça nous rappelle à quel point c'était un excellent ministre des Finances, bien sûr. Écoutez, si on analyse un peu la composante des gouvernements, des différents gouvernements qu'a connu l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour, le problème ne réside pas dans les personnes, dans sa composante humaine, même dans l'intégrité et des compétences des membres qui font partie du gouvernement. Le problème réside dans quel contexte, quel est l'impact de ce gouvernement. Et aujourd'hui, on ne peut pas dissocier ces changements de gouvernement du contexte actuel connu par le Hirak, qui a demandé le changement de système, du régime, parce qu'aucun gouvernement, aucun responsable qui peut avoir un impact positif sur la vie politique, économique et sociale du pays sous le même système, le même régime, avec les mêmes pratiques et les mêmes réflexes. Donc aujourd'hui, je n'ai pas à commenter des noms qui sont dans le gouvernement, ni des noms qui ont quitté ce gouvernement, parce qu'il est issu aussi après un agenda électoral, comme vous l'avez tous remarqué. Donc les élections, on a organisé 3 élections, mais ces élections n'ont pas pu drainer la majorité des Algériens, soit les élections présidentielles, soit la révision de la Constitution, soit même les dernières élections législatives. Quand on prend les chiffres officiels annoncés par l'ANI, c'est pas normal. Ça veut dire en réalité, il y a moins de 5%. L'actuelle Assemblée nationale, elle est représentée avec moins de 5% du corps électoral. Donc un gouvernement qui est issu d'une élection pareille, qui n'a pas drainé l'adhésion de la majorité du peuple, donc c'est la minorité qui s'est exprimée et la majorité qui est écrasante qui a été écrasée. Donc dans le contexte actuel, personnellement, je ne suis pas vraiment optimiste, et surtout quand on voit le contexte actuel des libertés, des droits humains et la fermeture du champ politique et médiatique et la restriction des libertés en Algérie. Comment vous réagissez à la formation de ce gouvernement? Il faut juste rappeler une chose très importante, c'est le départ de Hachmi Jaboub, qui était ministre du Travail, qui était membre du MSP et qui a été nommé à l'insu de son parti l'année dernière. Vous savez, la nomination de l'actuel gouvernement, à mon sens, semble se faire dans le prolongement, dans le sillage des pratiques habituelles de nomination des gouvernements. On ne ressent pas un événement exceptionnel ou particulier, d'autant plus qu'on a été invité à y participer et nous avons vérifié par nous-mêmes que les conditions étaient les mêmes, qu'il n'y a pas de changement. C'est-à-dire on était en face des mêmes conditions qui nous ont conduits, par une décision du Conseil national en 2012, à sortir du gouvernement. Donc, mis à part cela, mis à part la représentativité des élections, vous savez, la légitimité peut être construite par une représentation, elle peut aussi être construite par une action
qui, à défaut d'une légitimité populaire, se retrouve par le contenu programmatique objet à adhésion populaire avec un certain temps. Bon, on verra avec le plan d'action du gouvernement qu'est-ce que ça va être. On laisse le bénéfice du doute à cette nouvelle équipe gouvernementale, on verra. On verra de quoi ça ressortira, parce que quand même les attentes sont très sérieuses. La crise politico-financière ne partira pas avec un simple décret. Elle nécessitera beaucoup de mobilisation et beaucoup d'actions. Ben, on verra. On verra. Comment vous expliquez le départ de Lachmi Jaboub, qui est toujours membre du MSP, il faut le rappeler. Hein. Je ne l'explique pas. Je n'ai pas expliqué ou à commenter des faits de ce genre. La position officielle du MSP a été portée à la connaissance de tout le monde. Libre à chacun de faire les interprétations qui sont les siennes. Il n'y a vraiment pas de MSP dans le gouvernement cette fois, ni de manière directe, ni de manière indirecte. Il n'y a pas, tout simplement. Et comment vous expliquez aussi le départ de Belkacem Zormati, ministre de la Justice, qui est presque devenu inamovible, même si ça ne fait que 3 ans qu'il est à la tête de ce département. Il est remplacé par M. Tabbi, qui, je pense, est le premier président de la Cour suprême. Le départ d'un ministre et le remplacer par un autre ministre ne veut pas dire que les pratiques vont changer, ne veut pas dire que la situation va changer. On a vu le changement depuis février 2019, combien de ministres qui sont passés, combien de premiers ministres. Donc il y a quand même des ministres qui sont venus, d'autres qui sont quittés le gouvernement, mais on a les mêmes pratiques. On a toujours des interpellations, on libère à chaque fois, soi-disant, fait un geste de libération des détenus, mais quelques semaines après, donc on revient au même nombre de personnes, de détenus d'opinion qui croupissent dans des prisons algériennes pour leur opinion. Donc cela ne veut pas dire que les choses vont changer, que les pratiques vont changer. Et pour moi, tout ça, ce n'est qu'un replâtrage politique. La solution, question des détenus, la question des libertés, des droits humains, la question économique, la question politique ne peut être sérieuse et concrète sur le terrain qu'à travers la participation de tout le peuple algérien, de toutes les forces vives, démocratiques, en garantissant l'exercice plein et entier des libertés et de la citoyenneté des Algériennes et des Algériens. Il y a aussi, on va terminer sur le gouvernement avec le départ notamment de Sidi Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, et aussi l'arrivée de Ramtal Amamra qui est surprenante. Ramtal Amamra qui a quitté le gouvernement, on sait dans quelles conditions, après avoir accepté le poste infâme de vice-premier ministre en 2020. Comment est-ce qu'on explique qu'il revienne L'Amamra, à chaque fois on le vire de manière honteuse et à chaque fois il revient quand on lui demande de revenir. Écoutez, depuis le début du Hirak, surtout à partir des élections du 12 décembre 2019, le pouvoir a inventé un nouveau concept, le Jazair al-Jadida. Mais avec le temps, on n'arrive pas à faire la différence entre le Jazair al-Jadida et le Jazair al-Qadima, l'Algérie ancienne et l'Algérie nouvelle. Donc on trouve des anciens symboles rejetés soi-disant par les tenants du pouvoir actuel qui reviennent, qui sont réhabilités, et d'autres de de la nouvelle Algérie qui sont aussi jetés et exclus. Donc voilà, il y a vraiment un mélange de concepts. Donc ils ont grillé les cartes, on ne comprend rien. Est-ce qu'il s'agit de la nouvelle Algérie ou de l'ancienne Algérie? M. Bourkadoum avait de bons rapports avec le président. Est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir un peu renouveler la diplomatie algérienne alors qu'elle perd du terrain, notamment en Libye, il faut le dire aussi, en Libye, au Mali aussi? Est-ce que le retour de Ramtal Amamra n'est pas une manière de vouloir sauver la diplomatie ou sauver la face sur le domaine diplomatique? Vous savez, au-delà des personnes, je crois qu'il serait plus pertinent de se demander quelle politique, quelle action, quel contenu. Les personnes elles-mêmes, en tant que personnes, peuvent être très sympathiques, très valeureuses. Abdelwahab le disait si bien tout à l'heure. Mais sur le plan du contenu, il faudrait voir. Là, on est en train de vivre dans une rhétorique. On nous vend des personnes, on nous vend un effet d'annonce. Et personne ne parle du contenu, personne ne parle de ce qui viendra ensuite. Nous sommes dans une situation qui nécessite des mesures phares. Des mesures phares à travers des personnalités connues. La plupart des ministres ne sont pas connus, ne sont pas des personnalités politiques. Au-delà du fait que nous avons l'habitude de nommer des commis de l'État, des gens qui viennent de l'administration, qui viennent des différentes structures administratives de l'État, et qui, par enchantement, se retrouvent
personnalité politique, sans un substratum politique, sans un militantisme politique, alors que les politiques sont voués à l'échec ou à l'opposition ou bien à la déception avec la mort lente jusqu'au vieillissement. Maintenant, parlons de la situation en Libye ou des autres situations. Si la diplomatie algérienne est en recul, elle est en recul par rapport au fiasco interne. Vous ne pouvez pas vous présenter comme un État avec toute l'attitude de la respectabilité si les gens vous voient à travers la situation interne comme un État encore faible. Les comptes rendus partent des différentes chancelleries. La situation, ce n'est pas la déclaration de la présidence ou les bonnes mesures ou les bonnes mises en scène que l'on peut créer ça ou là. Les gens savent très bien de quoi il s'agit et ils rapportent fidèlement la situation à leur pays. Et donc c'est ça qui constitue la perception que va avoir le monde à propos de l'Algérie. Donc un front interne fort va automatiquement donner lieu à une position externe forte. Et ça ne peut pas se construire par l'effet d'annonce ou par un simple subterfuge ou par un tour de passe-passe. Non, je suis désolé. Ça, peut-être pour les journalistes, pour le commun des citoyens, ça peut être évident. Mais pour les responsables diplomatiques à travers le monde, il n'y a pas photo. Vous dites, Monsieur Dahman, que la diplomatie est en recul à cause du front interne, et pourtant votre parti a décidé, même en ne pas participant à ce gouvernement, d'ailleurs le MSP n'est pas présent dans ce gouvernement, mais votre parti a décidé de soutenir la feuille de route du président de la République. Ah non. Alors, quand est-ce qu'on a... vous allez répondre. Non. Est-ce qu'il n'y a pas non, ou du moins soutenir la politique présidentielle sur quelques aspects. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans cela, monsieur Dahman? D'accord. Alors, vous avancez un fait et vous construisez un commentaire dessus. Le fait est faux. Nous n'avons jamais déclaré qu'on va supporter la feuille de route du président de la République. Nous avons dit que sur des aspects inhérents à l'État algérien, concernant l'unité nationale, quel que soit le gouvernement, il faut que l'on fasse la différence entre le gouvernement et l'État algérien. Nous défendrons l'État algérien, nous défendrons l'unité nationale, nous défendrons les constituants de l'identité nationale, que ce soit avec ce président ou un autre président. Au-delà de cela, le reste est une affaire de programme politique. Nous resterons dans une forme d'opposition positive. Ce qui nous semblera positif, nous allons le supporter. Ce que nous devons dénoncer, nous le dénoncerons. Ça a été le cas lors des participations à l'APN auparavant, ce n'est pas nouveau, et ce sera toujours de la sorte. Bon, concernant la diplomatie, même d'autres secteurs, c'est à l'image de la situation interne du pays. Je vous rappelle, tant que les règles du jeu ne sont pas changées, tant que les pratiques ne sont pas changées, tant que le système est le même avec les mêmes pratiques, donc même s'il y a un ancien ministre qui a soi-disant fait un bon travail dans la diplomatie ou dans d'autres secteurs, mais dans le contexte actuel, sous le même système, il ne peut pas faire grand-chose. Je me rappelle, durant le Hirak, quand un groupe de citoyens ont été voir l'ancien chef de gouvernement Mouloud Hamrouche, le sollicitant pour se porter candidat aux élections présidentielles. Il était clair, il a dit ça veut dire dans des conditions actuelles, même si je deviens président, je ne peux rien faire. Donc c'est le même cas pour des différents ministres, même s'ils ont de bonne volonté, même s'ils sont des professionnels dans le domaine. Donc il ne faut pas se tromper d'analyse ou de faire d'illusions comme quoi tel ministre il peut faire quelque chose dans le contexte actuel. C'est à l'image de la situation actuelle, soit côté diplomatique, soit côté économique, social et politique. Donc moi je ne personnalise pas. Il ne faut pas, personnellement, c'est ma conviction, il ne faut pas personnaliser, de dire tel ministre il peut faire des choses, tel responsable il peut faire des choses. Ça, il faut réunir des conditions. C'est une affaire de tout un peuple, de toute une nation. Le peuple s'est révolté d'une manière pacifique. Il voulait prendre son destin en main, participer dans la gestion des affaires publiques. Cela en garantissant les libertés, permettre au peuple algérien de s'exprimer, de s'organiser en toute liberté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Personne, aucun gouvernement, quelles que soient ses compétences, aucun responsable, quelles que soient ses compétences, ne peut sortir l'Algérie de la crise actuelle tout seul sans qu'il y ait l'adhésion du peuple. Et aujourd'hui, malheureusement, le peuple est en rupture. Il y a une rupture, il y a un fossé entre le gouverné et le gouvernant. Monsieur Dahman, comment est-ce que le MSP juge aujourd'hui, observe
la situation politique en Algérie? Si vous voulez qu'on le dise en si peu de mots, je dirais que nous enregistrons encore une fois un rendez-vous manqué. Formellement, c'est le premier gouvernement après le Hirak, de façon représentative, formellement je dis. Et voilà qu'on se retrouve à la même case. Alors, lorsque l'on persiste à reproduire les mêmes schémas, lorsque cette persistance porte atteinte aux références valorielles de ce qui est l'État. Du gouvernement, je parle de la situation politique de manière générale. D'accord. Cela en fait partie. Oui. Mais c'est quand même par ces événements-là que nous avons le bourgeonnement des éventualités de changement. Alors, lorsqu'on manque ces rendez-vous, on ne peut pas s'attendre à d'autres événements alternatifs qui pourraient ne pas venir. Et donc, lorsque vous avez une situation de difficulté, la sagesse voudrait que vous associez les gens dans la responsabilité des affaires publiques. Ne restez pas tout seul. Vous voulez que les gens portent ces responsabilités avec vous, comme ça vous n'assumerez pas tout seul. Vous voulez que les choses changent. Rien ne changera en Algérie si le peuple n'y est pas associé. Ça, il n'y a pas à dire. On ne peut pas refaire l'Algérie sans les Algériens. On ne peut pas reproduire un système légitime, représentatif, sans la volonté des Algériens. Il faudrait le comprendre. Maintenant, porter un digne à tout cela, c'est continuer à souffler dans une forme de bulle politique qui peut un beau jour, s'éclater. Et comment elle va s'éclater? Avec quelles conséquences sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des vies humaines, etc. C'est quelque chose ça, ce serait l'irréparable. Alors celui qui perdure dans une forme d'attentisme, dans une forme d'immobilisme politique, il faudrait qu'il sache qu'à l'issue de tout cela, il peut affronter l'irréparable. Et à ce moment-là, il ne va pas l'assumer tout seul, c'est tout le peuple qui l'assumera. Malheureusement. Quand je vous ai posé la question sur la situation politique, pourquoi est-ce que le MSP ne dénonce pas fréquemment, par exemple, les arrestations, les emprisonnements, le maintien de plus de 300 personnes en prison? Je parle des détenus d'opinion. Je vous renvoie au communiqué périodique du Bureau national, tout simplement. Maintenant, bien entendu, on le fait à notre manière en tant que parti politique. Peut-être que certains... C'est quoi à notre manière? Ça veut dire quoi? Quand vous avez des actions d'arrestation, quand vous avez c'est-à-dire qu'on ne porte pas de nom ou de prénom, oui, mais on parle de la chose et on dénonce. Les dénonciations sont fréquentes sur le communiqué du... D'ailleurs, c'est un peu frustrant de ne pouvoir faire que cela. La dénonciation. Vous auriez voulu faire plus? Si cela nous est donné, pourquoi pas? Lorsqu'on a la possibilité de parler aux premiers responsables du pays, on le fait. À porter à leur connaissance, attirer leur attention sur les aspects nocifs de telle ou telle pratique. Est-ce que M. Mokri a parlé de ça au président lors de sa dernière rencontre? Est-ce qu'il a parlé des détenus d'opinion? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, je ne parle pas de ce dernier rendez-vous. Oui. Les rendez-vous auparavant, il l'a fait. Je n'ai pas entendu le compte-rendu total de ce qui a été dans l'entrevue, d'autant plus que l'objet principal était la question de la participation au gouvernement. Mis à part cela, je sais qu'auparavant, il l'a fait. Est-ce que c'est ce jour-là que le MSP a décidé de ne pas participer au gouvernement? Après la rencontre avec le président? Après? Non. Après? Ça a été décidé en Conseil national. Donc après la rencontre avec le président? Après la rencontre, il y a eu une réunion du Bureau national pour porter donc, le compte-rendu à tous les membres. Après cela, il y a eu convocation de la session exceptionnelle, je ne sais pas comment ça se dit en français, Daura Tari'a. Donc nous avons les sessions ordinaires, extraordinaires et exceptionnelles. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui n'attend pas. Et une décision de cette envergure, elle est du sort du Conseil national, pas du Bureau national. Vous considérez être les grands perdants de ces élections législatives? Quand on entend le président du MSP parler, les responsables, on comprend que vous considérez être les gagnants de ces élections. On devrait être. C'est ce que vous sous-entendez, d'être les vainqueurs. Est-ce que vous considérez, quand vous avez eu la 3e position, vous considérez-vous avoir été lésé? Ben oui, et le docteur Maqri l'a dit vertement au président de la République. Et il a utilisé même un terme... Il lui a dit, vous avez fraudé, qu'est-ce qu'il lui a dit, c'est ça? Nous avons été victimes de ce qu'il a dit en arabe, « At-tazwir al-mumanhaj ». Quand vous dites « Tazwir mumanhaj », ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des volontés derrière. D'accord? Donc, les choses ont été dites.
Dans une situation normale, comme disent les physiciens, dans les situations normales, dans les conditions normales de température et de pression, entendons par là en politique, dans les conditions normales de représentativité, de liberté, de régularité des scrutins, peut-être qu'on aurait été effectivement la première force du pays. Les choses étant ce qu'elles sont, ça n'a pas été le cas. Alors, même avec cela, nous avons sincèrement exprimé la volonté de participer au gouvernement, s'il y a de nouvelles bases à cette participation. Malheureusement, ces nouvelles bases n'existent pas. Et encore une fois, Al-Jazair al-Jadida mazalt baïda. Abdelwahab Forsaoui, concernant ces élections législatives et après la situation politique aussi, le président du MSP a dénoncé l'arrestation de Fathi Gharras dans un tweet qui a été publié. Et aujourd'hui, vous étiez au siège du MDS pour une grande rencontre avec des partis politiques, avec des leaders de l'opposition, de la société civile. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette rencontre MDS aujourd'hui? C'est juste avant d'aborder la rencontre d'aujourd'hui au siège de MDS, un petit mot concernant les élections précédentes et surtout de parler un peu des conditions dans lesquelles se sont déroulées. Et aujourd'hui, de parler d'une première force politique ou de deuxième ou de troisième, ou de quatrième même, je pose la question, quel est l'impact d'être une force politique sans qu'il y ait la possibilité d'influencer sur le choix suivi du système, du régime. Aujourd'hui, donc, on a vu des partis politiques qui ont la majorité, qui ce n'est pas la majorité écrasante, qui ont un nombre important de sièges, mais c'est des élections, ça veut dire que ces sièges n'ont pas une crédibilité, une légitimité nécessaire, populaire et démocratique pour peser, et même déjà par rapport à la loi, actuellement, il n'y a pas vraiment de prérogative. Donc on revient, je me rappelle, juste après les premiers mois de Hirak, on dit qu'il faut changer la constitution pour décentraliser un peu les pouvoirs, donner plus de pouvoir au gouvernement, donner plus de pouvoir à l'Assemblée, mais jusqu'à présent, on voit que tout est concentré autour du président de la République. Donc tout ça, je dirais que l'agenda du pouvoir, dans le contexte actuel avec ces élections, en organisant ces élections de cette manière, a atteint ses limites. La preuve est là, on a organisé 3 élections, on est toujours dans la même situation, donc il est temps de mettre fin à ce replâtrage politique et de prendre la chose au sérieux. Concernant la rencontre aujourd'hui au siège de MDS, c'est une rencontre effectivement publique, initiée par des militants, des avocats, des représentants des chefs de partis politiques et responsables d'associations. C'est pour alerter l'opinion publique et aussi interpeller le pouvoir sur la situation actuelle des libertés en Algérie. Le peuple algérien n'arrive même pas à fêter le 59e anniversaire de l'indépendance. Des gens étaient interpellés parce qu'ils portaient le drapeau national le 5 juillet. On a plus de 300 personnes, 300 Algériens et Algériennes qui croupissent en prison pour leur opinion, des avocats, des journalistes, des citoyens, des chefs de partis politiques. Arriver au point d'interpeller un chef de parti politique, le coordinateur Fathi Gharras, de cette manière, c'est une atteinte grave aux libertés démocratiques, c'est une atteinte au pluralisme politique et l'un des acquis des luttes des générations de militants depuis l'indépendance à ce jour, c'est l'un des acquis du mouvement d'octobre 88. Donc on constate aujourd'hui un recul énorme en matière de liberté, des atteintes flagrantes aux droits humains, le champ politique est fermé, le champ médiatique verrouillé, l'espace public fermé, des interpellations, des harcèlements policiers, des harcèlements judiciaires, des menaces pour dissoudre les partis politiques, des poursuites judiciaires contre les associations, comme le cas de SOS Bab El Oued et le cas de l'association Rage, où le ministère de l'Intérieur a déposé plainte demandant la dissolution de l'association Rage. Donc il y a un recul énorme. Donc là, c'est pour tout d'abord pour dénoncer ces violations et ces atteintes, apporter notre soutien et solidarité à Fathi Gharras, à MDS, aux partis politiques qui sont touchés, aux associations et à tous les détenus d'opinion, et aussi d'interpeller le pouvoir, de dire cet agenda ne peut pas aller très loin. Cette approche sécuritaire ne peut pas donner le fruit. Ça fait plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, voilà la situation. On est toujours
dans le statu quo, dans l'impasse. Donc il est temps d'opérer vraiment, de donner des indices de bonne volonté pour le changement, parce que la situation, elle est grave, elle est très complexe. Je dirais même les ingrédients d'une explosion sociale, d'une autre explosion sociale sont là. Les raisons qui ont fait sortir des millions d'Algériens depuis février 2019, elles sont toujours d'actualité sur le plan politique. On a vu les dernières élections. Normalement, une première élection législative venue après un Hirak qui a suscité l'admiration et le respect du monde entier, normalement les chiffres seront renversés. On aura 77% des gens qui participent et on aura 23% des gens qui boycottent ou qui abstiennent. Mais c'est le contraire. Donc ces élections, cet agenda, cette feuille de route prônée par le pouvoir depuis les premiers mois n'a pas pu drainer la majorité des Algériens. Alors qu'il parle d'une, soi-disant, que aujourd'hui la parole et le pouvoir doivent être donnés à la majorité, alors que la majorité s'est exprimée à sa manière plusieurs fois. Tout d'abord, chaque vendredi, il y a une expression. En même temps, dans toutes les élections organisées par l'actuel tenant de pouvoir, la majorité des Algériens s'est exprimée d'une manière claire qu'ils n'adhèrent pas à la démarche du pouvoir d'une manière pacifique. Donc il est temps à ce que le pouvoir revoie son agenda, revoie son logiciel et il doit saisir l'opportunité de Hirak, parce que c'est une opportunité à ne pas rater. Est-ce que vous pensez, monsieur Dahman, que l'opportunité du Hirak aussi est à ne pas rater? Comment vous avez jugé au sein de votre parti l'empêchement des manifestations par la force depuis le 14 mai dernier? Nous l'avons dénoncé. Ouais. Et nous estimons que le Hirak n'est pas seulement la forme qui s'est exprimée dans la rue seulement. Le Hirak est un état d'esprit. Le Hirak est quelque chose qui peut être dans une forme latente, pas nécessairement expressive. Elle peut rester dans une forme potentielle et qui, à un certain moment, peut devenir une force et une énergie cinétique. Cette forme de protestation populaire a su, en 2019, polariser les forces diverses de la société, des volontés même qui étaient contradictoires et qui ont concouru vers une même volonté. Le paroxysme a été vers début mars, le 8 mars, où nous avons vu l'état-major changer de position. L'état-major était l'avatar du 5e mandat, il ne faut pas l'oublier. Et voilà que l'état-major change. Le 5e mandat est abandonné par le président de la République, et par la suite la démission du président Bouteflika. C'était en rapport à une équation de force avec un paroxysme de l'expression de ce Hirak. Bon, bien entendu, les choses, elles ont évolué de manière disparate et nous nous retrouvons peut-être dans le creux de la vague. Si les conditions de protestation persistent, notamment les questions de liberté, nous nous acheminons vers de nouvelles formes d'expression qui peuvent porter de nouveaux paroxysmes. Et c'est ce qu'il faudrait éviter. Il faudrait interpeller les responsables pour éviter cela. Parce que c'est l'Algérie qui en pâtira, c'est les simples citoyens qui en pâtiront. Et ça sera encore d'autres rendez-vous manqués, malheureusement. Abdouane Falsaoui, vous avez parlé de l'association RAJ. Le ministère de l'Intérieur, donc le ministre de l'Intérieur ne change pas, c'est toujours Kamel Beljoud. Est-ce que vous considérez qu'avec ce gouvernement et le changement de Premier ministre notamment, il peut y avoir plus de souplesse, ou est-ce que vous pensez que l'acharnement contre RAJ va se poursuivre? Écoutez, concernant les personnes, moi, les ministres, je vous ai donné mon point de vue qu'il ne s'agit pas de changer un ministre par un ministre pour que la situation change. Tout dépend de l'orientation politique globale du régime. Tout dépend, est-ce que le régime aujourd'hui a la volonté politique de changer, d'amorcer un véritable processus de changement. Donc jusqu'à présent, on n'a rien vu sur le terrain. Les gens les détenus croupissent encore dans des prisons d'une manière illégale et arbitraire. Le champ politique est fermé, le champ médiatique est fermé, l'espace public est interdit aux citoyens, aux Algériens. Des gens, on est tout le temps exposés à être emprisonnés parce que toute poste, toute expression, toute déclaration peut être interprétée par le pouvoir comme étant atteinte à l'unité nationale, comme étant même acte terroriste. Donc jusqu'à présent, à ce moment-là où nous parlons, il n'y a pas réellement, il n'y a pas des mesures concrètes
sur le terrain. Quand il y aura des mesures concrètes sur le terrain, ça c'est un autre débat. Concernant le Raj pour moi, je rappelle que le Raj, ce n'est pas pour la première fois qu'il a été ciblé par le régime en place à partir du début de Hirak. Donc on a 11 militants du Raj qui ont été poursuivis en justice, 9 ont fait la prison pour des chefs d'inculpation fallacieux et infondés, notamment à atteinte à l'unité nationale, où le magistrat est libre, il a la liberté d'interpréter à sa manière que tout acte citoyen, militant, il peut être une atteinte, il peut porter une atteinte à l'unité nationale. Donc le Raj, ces derniers temps, il a été objet d'une poursuite, d'une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur qui sollicite la dissolution de l'association. Et les arguments avancés par le ministère de l'Intérieur, c'est que les activités de l'association, que vous connaissez tous, qu'on les mène en plein public et sont transmises en direct par photo et par vidéo et même par radio, ces activités sont contradictoires avec les statuts de l'association et avec la loi 1206, et aussi qui portent atteinte à l'unité nationale, alors qu'on n'a pas vu des arguments concrets. Les activités que Raj organise au siège du Raj, même à travers ses comités, c'est des activités qui s'inscrivent dans le cadre de l'objectif de l'association. L'association a pour objectif de sensibiliser des jeunes, la société autour des questions liées à la citoyenneté, mais surtout de faire de ce potentiel humain une force de proposition et d'action. Donc c'est contradictoire aujourd'hui. Le pouvoir est atteint de la schizophrénie politique. Il a un discours qui appelle à encourager les jeunes à intégrer la politique, à faire de la politique. Donc il dénonce le Ozouf Siyasi, le Shabab. Et quand on voit des jeunes et des associations de jeunes qui font de la politique, quand je dis la politique, sens philosophique, ce n'est pas adhérer à un parti politique ou soutenir un parti politique, mais de participer au processus de prise de décision, aux affaires de la cité. Quand on voit l'association faire son travail, au lieu de l'encourager, donc on fait d'elle un objet, ça veut dire un adversaire à abattre, et c'est contradictoire. Donc pour nous, l'association n'a pas changé de cap, n'a pas changé de ligne depuis sa création à ce jour. Elle a le même combat, elle a résisté durant les années 90 en pleine guerre civile, et elle a continué son travail de sensibilisation et de lutte pour la citoyenneté, pour la démocratie, pour l'état de droit. Et durant le Hirak, on a joué notre rôle, et notre mandat en tant que force de proposition et d'action. Et l'affaire, elle est en justice. On a déposé... Et Raj est plutôt une association plutôt laïque. On peut dire qu'elle défend un peu la laïcité en politique, la séparation de la religion, du pouvoir. Écoutez, nous on défend des libertés individuelles et collectives. Effectivement, on veut une Algérie libre, une Algérie plurielle, une Algérie de vivre ensemble, une Algérie de respect de la pluralité, de la diversité, soit de langue, de la culture, de religion. Et donc, de donc ça devrait vous faire plaisir qu'il n'y ait pas d'islamistes dans le gouvernement, non ? Non, l'islam, ce n'est pas une question de plaisir. Nous voulons une Algérie plurielle où tous les Algériens se reconnaissent dans cette Algérie. Et durant les initiatives où Raj a participé depuis le début du Hirak était parmi les organisations qui ont essayé de rapprocher toutes les forces de Hirak. Nous avons même rencontré le parti MSP plusieurs fois pour discuter, voir la possibilité de rapprocher les visions. Donc nous voulons une Algérie de tous les Algériens, mais bien sûr qu'elle respecte les libertés, les règles démocratiques et les libertés. Pour moi, c'est un socle, c'est des dénominateurs communs sur lesquels on ne peut pas se mettre d'accord. Après un projet de société, l'orientation idéologique et tout, donc ça sera une autre bataille menée entre les forces. Moi, en tant que militant, je m'identifie, bien sûr, je ne suis pas un islamiste, je suis un militant progressiste, mais dans le contexte actuel... Est-ce que progressiste s'oppose à islamiste ? Non. Progressiste, il a bien sûr des valeurs qui défendent des libertés individuelles et collectives. C'est deux projets différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des courants ou des diversités idéologiques dans une société. C'est une réalité sociale et politique. L'islamisme, les islamistes, ils sont là, les démocrates, ils sont là, les progressistes, ils sont là, les conservateurs, ils sont là. Donc, il ne faut pas
permettre à tout le monde d'exister, de mener un travail politique pour son programme. Monsieur Dahman, on présente souvent la classe politique algérienne comme islamiste, démocrate, nationaliste. D'ailleurs, le ministre de la Communication qui a été maintenu dans ce gouvernement, Ahmad Belhimr, l'a fait dans une déclaration à RFI il y a une quinzaine de jours. Il a dit il y a le pôle islamiste, le pôle démocrate. Ça vous agace qu'on vous présente comme pôle islamiste? Est-ce que ça vous agace qu'on dise que vous êtes des islamistes? C'est une forme d'identification réductrice. Ah ouais. Oui. Pourquoi? Si vous me dites êtes-vous démocrate, je suis démocrate. Je le défends. Alors, êtes-vous nationaliste? Oui, je suis nationaliste. Donc vous êtes un peu entre le FLN et le Non. Idil Jadid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si on demandait à ce ministre d'aller au-delà des nominations et de définir le contenu de sa pensée, qu'est-ce qu'il aura à mettre? Où est-ce qu'il va placer les uns et les autres? C'est pas si évident. Nous pouvons évoluer dans des sphères entre ces différents constituants et de cette manière-là, se confiner à une forme de classification reste réducteur. Je voudrais revenir à cette histoire de première force. C'est vrai, une première force politique serait sanctionnée dans des conditions normales, comme je disais, de température et de pression. Mais au-delà de ces conditions normales qui ne viendront pas toutes seules, vous pouvez insulter l'obscurité à tout bout de champ et à longueur de journée, ça ne ramènera pas la lumière. Peut-être il serait plus judicieux d'œuvrer à ce qu'il y ait d'abord une lueur. Peut-être que cette lueur, avec le temps, elle va devenir une lumière. Maintenant, en tant que parti politique, nous restons un parti responsable. C'est-à-dire, si la situation s'offrait à nous pour solutionner le problème dans un cadre national de concertation nationale, on l'aurait fait. Nous avons préparé un programme en conséquence avec cela. Bon, il n'a pas été accepté, ça c'est plus qu'évident. Donc il faut faire la différence entre cette légitimité décernée par le peuple et la volonté d'un parti politique de prôner une alternative et de se préparer et donc déguiser ses instruments pour le faire. Pardon ? Les gens qui votent pour le MSP aujourd'hui, ils votent bien pour le MSP parce qu'ils y reconnaissent une appartenance islamiste, une appartenance à la religion, une défense beaucoup plus de la religion qu'un tout autre parti politique. Pas que. Non. Pas que, non. Vous avez un électorat qui peut s'identifier à des creusets divers. Entre les considérations nationales et les considérations locales, vous pouvez trouver un spectre assez large. Donc ça ne peut pas être aussi blanc ou noir tel que vous le présentez. Mais ce que je voulais dire, c'est d'ailleurs c'est ce qui nous donne un avantage à cette diversité, c'est l'écoute. L'écoute qu'on développe. Et croyez-moi, maintenant nous sommes dans une nouvelle période qui va porter ces changements même au sein du MSP, dans ses structures, dans sa composante sociale, etc. Et ça, c'est dans le sillage de l'évolution de la société algérienne. Le MSP ne fera pas exception. Maintenant, pour revenir à l'histoire des libertés, vous savez, quand vous êtes dans des conditions normales, vous êtes un concurrent politique comme tous les autres partis politiques, vous aspirez au pouvoir, vous présentez vos candidats, vos programmes, etc. et le peuple décide. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes dans une situation de système autoritaire avec des résultats d'élections toujours pondérés par une volonté occulte et donc les résultats ne peuvent pas s'assumer de la manière normale. Dans ces situations, le premier combat n'est pas la représentativité ou chercher à devenir la première force du pays. Le premier combat, c'est le combat pour les libertés. Et ça devrait être un creuset commun. Même si nous pouvons être d'obédiences différentes, même si on peut être dans des formes de représentativité différentes, entre un activiste, des droits de l'homme, une ONG, une association, un parti politique, une personnalité politique sans appartenance nécessairement partisane, toutes ces situations donnent des postures peut-être différentes, mais qui devraient concourir à la revendication des libertés. Parce que sans les libertés, personne n'est gagnant. C'est avec les libertés qu'on gagne, c'est avec la liberté qu'on découvre la responsabilité public. Malheureusement, nous sommes en train de garder les Algériens dans une forme d'autarcie, d'irresponsabilité, de désengagement vis-à-vis de la chose publique et quelque part nous sommes en train de faire l'économie d'un certain nombre d'essors, d'un certain nombre de synergies qui seraient très très porteuses pour le futur de l'Algérie. Vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Il faut juste préciser que le 5 juillet dernier, le président de la République a fait libérer des détenus, pas beaucoup,
On s'attendait vraiment à une grande vague de libération. Elle était extrêmement réduite. Bien sûr, certains diront qu'il faut aussi se contenter de quelques personnes libérées pour la joie de leur famille et de leurs proches. Mais il reste encore aujourd'hui près de 300 détenus d'opinion. Parmi eux Fathi Ghrass, parmi eux le journaliste Rabah Khalech, parmi eux Amin Mellah et de nombreux hommes et femmes innocents aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique que le 5 juillet n'a pas été la bonne occasion pour libérer toutes ces personnes? Écoutez, la question d'optimisme, je pense que si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas ici avec vous. Je ne serais pas ce matin dans la rencontre au siège de MDS. Et on est militant parce que nous sommes optimistes, parce qu'on croit à un idéal, parce qu'on veut construire une démocratie, un état de droit. On sait très bien que c'est un choix que nous avons pris, donc il y a des risques. Et ces risques, personnellement, tous les militants les assument, parce on est des militants d'une manière pacifique, on exprime nos opinions, notre vision de l'Algérie de demain, et nous allons continuer le combat d'une manière pacifique. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui, n'a pas commencé en février 2019, il a commencé bien avant l'indépendance. Même depuis l'indépendance, beaucoup d'Algériens se sont sacrifiés, sont morts, et ils ont donné de leur temps et de leurs moyens et de leur vie pour la liberté, la démocratie, instaurer un état de droit. Concernant les détenus, la libération des détenus à l'occasion de 5 juillet, effectivement, 5 juillet, quand on fait un bilan de 59 ans de l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie aurait dû être meilleure de ce qu'il est aujourd'hui. Sur le plan politique, sur le plan économique, nous avons tous les atouts pour que l'Algérie devienne un pays stable politiquement, une force économique, une force dans la région maghrébine, en Afrique, dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, on voit des centaines d'Algériens, de jeunes qui fouillent le pays dans des barques de fortune en risquant leur vie. Donc quand on fait un bilan, effectivement, c'est un bilan qui fait mal parce qu'on a tous les moyens de faire de l'Algérie un pays prospère, un pays développé. Et ça, c'est l'échec des politiques suivies du pouvoir depuis l'indépendance à ce jour, qui gère des crises, qui n'a pas une vision, une planification, une stratégie de développement à moyen et à long terme. Donc, concernant quand on voit la célébration 5 juillet, donc ça nous interpelle. Ça nous interpelle donc en faisant ce bilan, mais aussi de ne pas oublier nos aînés qui ont donné de leur vie pour libérer le pays. Eux, ils ont libéré le pays et nous, on doit continuer à militer d'une manière pacifique pour libérer le citoyen et restituer réellement au peuple algérien et d'une manière effective sur le terrain sa souveraineté. La question des détenus. Moi, je vous rappelle que 2 janvier 2019, il y avait la libération de 76 détenus. Donc c'était un moment, on a dit, hop, peut-être le pouvoir, il a une volonté, c'est une mesure d'apaisement sérieuse, il peut engager un dialogue sérieux, ouvert, ouvrir le champ politique et médiatique. Personnellement, j'étais en prison avec des amis, camarades, on s'est dit, oui, on va voir, peut-être, c'est quelque chose de sérieux, on va attendre la suite. Mais la suite, c'était quoi? 2 mois ou 3 mois après, nous avons presque le même chiffre de détenus d'opinion en prison. Après le 22 février passé, on a libéré des détenus. Et maintenant, il y a le triple de détenus qui existait le 22 février à l'occasion du 2e anniversaire de Hirak. Et on a plus de 300. Et maintenant, on a libéré 18 ou je ne sais pas. Même, on n'a pas le chiffre exact. Même l'information n'est pas donnée complète. Donc aujourd'hui, quand on voit, on dit que jusqu'à présent, on ne voit pas vraiment une volonté politique réelle pour amorcer un véritable processus de changement. Nous voulons la libération. Il faut, c'est pas nous voulons, parce que ces gens-là, ils sont innocents. Ils ont le droit de s'exprimer en toute liberté. Un intellectuel, un académique, il a le droit, un académicien, il a le droit de s'exprimer en toute liberté en respectant la liberté de penser, la liberté de critiquer. Les militants, la même chose. Un peu partout, des responsables de partis politiques, des Algériens. Donc il ne faut pas faire de ces citoyens patriotes des ennemis de l'Algérie. Il faut ouvrir le champ médiatique politique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une opposition très forte qui critique le président, qui critique la politique économique et sociale et la diplomatie algérienne. Nous avons besoin d'un mouvement associatif fort et autonome, organisé,
qui peut critiquer les différentes, donner son point de vue sur les différentes politiques publiques. Nous avons besoin d'une presse libre et indépendante qui peut parler de tous les sujets. Donc quand on voit la situation actuelle, c'est ça ce qui menace réellement l'unité nationale. L'unité nationale, elle est menacée par cette répression, par cet agenda répressif. L'unité nationale, pour moi, elle sera renforcée par le respect des libertés, par le respect des droits et avec la permission de laisser les Algériens d'exercer pleinement leur citoyenneté et leur liberté. Vous pensez, M. Dahman, que l'intérêt national, que l'unité nationale est menacée aujourd'hui? Écoutez, si vous permettez d'abord un petit mot sur les mesures de grâce. Oui. Premièrement, elles sont restées formelles. Deuxièmement, corrigez-moi si je me trompe, cette fois nous avons entendu parler de recommandations. Le président, au-delà des grâces, recommande des mesures de clémence envers les jeunes incarcérés. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont encore dans le processus de justice. Pour le rassemblement. Donc ça, ce n'est pas une décision qui incombe au président, mais aux juges, aux magistrats. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais ce qui est vraiment, ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, il n'y a pas que des détenus. N'oublions pas les gens qui sont encore en poursuite judiciaire, qui sont poursuivis. Nous avons des jeunes détenus, nous avons des gens qui sont en poursuite judiciaire. À la clé, on est en mesure de se demander, en fin de compte, à quoi rime tout ça? Pourquoi gracier des gens si c'est pour encore mettre d'autres gens dans les mêmes conditions, dans les mêmes pratiques, encore en prison? C'est-à-dire, si on fait de la grâce, c'est pour créer un effet d'annonce, pour montrer une certaine forme d'humanisme, de participation à certaines, on va dire, valeurs universelles, et ça va de la respectabilité du système politique, aussi bien en interne qu'en externe. Mais là, c'est des contradictions qui viennent, l'une qui vient effacer l'autre. Alors, ça, à se demander à quoi ça rime tout ça. Alors, si vous me permettez, la question des libertés est une question nécessaire pour que l'Algérie continue à être l'Algérie. Et donc, comme disait si bien c'est Abdelwahab, les questions de liberté, lorsqu'elles sont bafouées, on porte atteinte à l'avenir de l'Algérie, à la stabilité de l'Algérie. Donc, c'est une question de sécurité nationale. Les libertés font partie de ce qui pourrait être appelé les sujets de sécurité nationale. Dans le programme du MSP, cela fait maintenant quelques années que nous avons développé cet aspect-là sur une nouvelle perspective. Nous ne parlons plus des libertés des citoyens, nous parlons des libertés des citoyens et des libertés des territoires. Il faudrait que l'on consacre en Algérie les entités d'appartenance territoriale. Ça n'a rien à voir avec l'unité nationale. Au contraire, cette diversité qui existe, avec le fédéralisme, non? Pas nécessairement. Il faudrait que les volontés puissent s'exprimer au niveau local. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui porte atteinte, une menace à l'unité nationale. De tout temps, on a été dans cette forme de diversité. Il faudrait le reconnaître. En le reconnaissant, nous échappons à une forme de pression inutile qui entretient une frustration entre les régions, entre les citoyens et le système de pouvoir. Et donc, je vous renvoie à notre programme, liberté des citoyens, liberté des territoires. Il faudrait que l'on arrive à consacrer les territoires comme des entités sociales, géographiques, qui peuvent avoir à se prononcer. Vous avez des assemblées populaires wilaya, vous avez des assemblées populaires communales. La loi prévoit même des formes d'organisation au niveau des villes. Alors, toutes ces formes-là devraient s'exprimer en faveur des citoyens. Laissons le soin aux citoyens de s'exprimer. Nous avons par exemple tout le volet patrimoine culturel qui n'est pas incarné dans la volonté des citoyens, parce que les citoyens sont laissés pour compte dans les affaires publiques. Les gens ne vont pas s'intéresser parce qu'on va les ramener de force la veille du 5 juillet pour participer à une veillée ou là pour participer à la cérémonie de la matinée du 5 juillet. Il faudrait que cela devienne une volonté inhérente aux citoyens. Et puis pour cela, il faudrait qu'ils ressentent que cela leur appartient, que cela est du domaine de leur intervention, de leur choix. Et donc cela ne peut pas s'exercer en tant qu'individu. Cela ne peut s'exercer qu'en groupe, et le groupe devrait être circonscrit à un territoire. C'est dans ce sens que peut-être, si nous pouvons trouver des partenaires pour développer ces réflexions-là, afin que l'on puisse aller à deux vitesses.
les libertés qui sont inhérentes aux citoyens tout court, mais aussi les libertés qui peuvent être celles des territoires en tant que reconnaissance culturelle, reconnaissance géographique, reconnaissance de développement. Et cela certainement va profiter au développement local et permettre aux gens de trouver des situations au lieu d'attendre des fiches techniques et de financement des départements ministériels. Deux dernières questions. Quand vous parlez de territoire, ça me donne envie de vous poser la question sur la décision du Conseil de sécurité nationale de classer le MAC et Rachet comme organisation terroriste. Est-ce que le MSP salue cette décision du Conseil national de sécurité? Écoutez, nous avons dénoncé les déclarations du MAC, certains agissements d'autres formations. Maintenant, le processus de proclamation que telle ou telle organisation est une organisation terroriste, nous estimons à MSP qu'il serait plus sage de laisser cela à la justice et non pas les prononcer par des organes exécutifs. Et est-ce qu'il y a une possibilité que le MSP revienne au gouvernement? Pas dans celui-là, mais dans un prochain gouvernement. Y a-t-il une possibilité que cela arrive? Drarni, j'ai commencé par dire que nous avons été sincèrement avec la volonté de participer au gouvernement. Nous sommes preneurs, nous voudrions bien participer au gouvernement. Ce qui est certain, nous ne participerons plus à la manière d'avant 2012. Alors s'il y a de nouvelles conditions qui nous permettent d'assumer notre part de responsabilité en tant que porteur de programme, c'est-à-dire participer au gouvernement, ce n'est pas donner seulement des CV, comme une agence d'emploi pour que la présidence choisisse tel ou tel pour tel ou tel département ministériel. S'il y a une participation sérieuse, réelle, qui nous permette d'assumer notre programme, ou ne serait-ce que partiellement, qu'il y ait à assumer des responsabilités connues avec le respect qui est dû aux formations politiques, oui, d'accord, là, mais écoutez, c'est quand même un peu sidérant. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut créer des partis politiques, mais il faudrait que ces partis politiques se comportent comme des appareils. C'est-à-dire, ils sont là, ils peuvent participer, ils ne peuvent participer que dans le sillage de la volonté de la présidence ou du système de pouvoir. Ils ne choisissent pas. Mais c'était le cas avant. Le MSP a soutenu la politique du président Bouteflika pendant des années et était dans l'alliance présidentielle. Alors, à ce moment-là, nous avons dit que la situation du pays nécessitait quand même une contribution politique. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait pendant 16 ans. Et n'oubliez pas que nous avons quand même réalisé la réconciliation nationale dans le sillage de la participation avec le président Bouteflika. Et si Bouteflika s'était arrêté à 2 mandats, il serait nommé honorablement dans l'histoire et la postérité. Mais malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, nous avons fini par nous résigner. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait partie des gouvernements Bouteflika pendant toutes ces années? Non, on ne regrette rien. Nous avons porté notre devoir. Nous avons essayé. D'ailleurs, même cette participation aux élections, il serait plus facile de ne pas participer dans les conditions difficiles qui ont été remarquées. C'est plus facile de ne pas participer. Mais participer, c'est porter une responsabilité et ne pas laisser le doute aux gens, dire tiens, si vous auriez participé, ça aurait été... Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec d'avoir participé à des élections boycottées par plus de 80% des Algériens? Oui, vous pouvez le voir comme ça. Vous avez participé aux élections les plus illégitimes de l'histoire d'Algérie. Écoutez, nous sommes porteurs d'un programme, nous sommes porteurs d'une idée, nous sommes porteurs d'une alternative. Notre devoir est de la porter et de l'expliquer aux citoyens. Libre aux citoyens de la choisir, de ne pas la choisir. Le citoyen s'exprime de manière souveraine dans les élections. Nous nous exprimons en tant que parti politique. Mais en tant que parti, est-ce que vous avez échoué à convaincre les citoyens de voter? Mais dans les conditions qui étaient de ces élections-là, nous nous sommes employés à convaincre, à faire que les gens participent. Le résultat, vous le connaissez. Ouais. Maintenant, nous le déplorons, mais nous restons un parti responsable qui est toujours là pour assumer sa position et sa posture de proposition, de force de proposition et de formation politique qui doit travailler ses alternatives. Je vous laisse le mot de la fin, le mot de la fin. Bon, je préfère 2-3 mots. Brièvement, le pouvoir il est dans une logique de réduire la démocratie à l'acte de mettre le bulletin dans l'urne, alors que la démocratie, c'est un exercice permanent quotidien des libertés. Donc, c'est pour cela, pour moi, les élections précédentes, soit les législatives, même les autres, ils se sont déroulées dans des conditions qui ne sont pas favorables
Donc il a donné juste demandé au peuple de mettre le bulletin dans l'urne après, de rentrer chez soi sans qu'il y ait un exercice de liberté. Un dernier mot, vous avez cité la question de classer deux organisations comme étant des organisations terroristes, le MAC et le Rachad, même si je ne partage pas avec eux leur vision. Mais tout d'abord, dans la démarche, c'est une décision déjà politique. Jusqu'à présent, dans le droit international, n'arrive pas à définir c'est quoi un acte terroriste. Et aujourd'hui, avec l'article 87 bis du code pénal, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, tout le monde peut être accusé par un acte de terrorisme, parce que le fait de parler d'une proposition politique, d'une période de transition, peut être interpellé par le pouvoir comme étant un acte terroriste. Donc aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est plus que jamais menacée. Cet article, j'ai assisté aujourd'hui à la rencontre au siège de MDS, il y a des avocats qui ont décortiqué cet article 87, il est anticonstitutionnel, il est en contradiction avec les différentes conventions que l'Algérie a ratifiées, c'est une menace pour la liberté d'expression, la liberté d'expression en Algérie. Donc tout Algérien a le droit de s'exprimer. Notre ami a parlé et je termine là-dessus, en quelque sorte un peu de décentralisation. Effectivement, aujourd'hui, l'Algérie, on ne peut pas gérer un pays continuant avec ce système jacobin, avec cette centralisation. Il faut qu'il y ait une décentralisation. Après, la forme, la manière, doit être un débat profond dans la société avec la participation de tout le monde. Et aujourd'hui, donc, des gens qui ont, par exemple, on parle il y a des gens qui ont une autre vision, par exemple, l'emprisonnement de quelques militants à Tizi Ouzou, Hamou Boumdine, qui militent pour un statut, pour une vision de la Kabylie dans le cadre national, ils se retrouvent en prison. Mais de cette manière, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'exprime en toute liberté, il se retrouve en prison, on ne peut pas régler. Il faut ouvrir le débat, il faut crever les abcès, permettre aux Algériens de s'exprimer, d'exposer leur vision sur le plan économique, comment ils voient l'Algérie de demain, la décentralisation, le fédéralisme. Laissons les Algériens s'exprimer, laissez le débat dans la société, et à la fin, j'en suis sûr que les Algériens vont se mettre d'accord sur une vision commune, consensuelle. Il faut jeter la balle juste au peuple algérien, faire confiance à ce peuple qui a suscité l'admiration et le respect du monde entier. Merci Abdelrahman Falsaoui, président de l'association Raj. Merci Abdelkrim. Vous voulez avoir votre propre mot de la fin? Allez-y, je vous le donne. Vous avez commencé avec M. Abdelwahab, j'avais pensé que vous alliez terminer avec moi. En plus, c'est votre première participation. Allez, je vous laisse. Écoutez, quand on est porteur d'espérance, on est en droit de veiller à ce qu'il y ait toujours de l'espoir. Nous porterons toujours cette revendication pour une transition démocratique. Cette transition démocratique ne se fera pas sans le pouvoir. Nous devons avoir et intégrer cela dans nos conceptions. On ne peut pas faire une transition démocratique tout seul, parce que le pouvoir, il est là, il est omniprésent. Donc il faudrait que l'on arrive à ce que le pouvoir accepte un processus de transition démocratique. Et on ne pourra pas le faire sans les Algériens. Merci Abdelrahman du MSP d'être venu. Merci à vous de votre fidélité. Je rappelle simplement notre solidarité avec le journaliste Talal Bhkalaj de Liberté qui boucle aujourd'hui son 80e jour en prison juste pour avoir exercé son travail de journaliste. Comme chaque semaine, notre solidarité aussi avec les deux journalistes marocains emprisonnés, Omar Radi et Slimane Raissouni qui passent plus d'1 an en prison. Et n'oubliez pas, le virus Covid-19 est toujours parmi nous. Il y a de plus en plus de personnes atteintes, de plus en plus de morts. Des services d'hôpitaux entiers ferment aujourd'hui pour se consacrer à la maladie, au virus. Portez vos masques, respectez la distanciation, le danger est toujours parmi nous. Merci de votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Matin.